Bon ben Simon, nouvelle vidéo. On vient de décider à l'instant que ce serait un blabla. Allez, un de plus. On ne savait pas trop dans quelle playlist le mettre. Ça sera un blabla Simon. Aujourd'hui on parle de suspension électronique. Sujet qu'on voulait traiter, qu'on a demandé à RockShox si vous pouvez nous aider là-dessus. Ils ont dit oui. Merci RockShox. T'as vu l'achat des vélos? Ah là il y a 3 vélos parce qu'on part du cross-country, de la randonnée et de l'enduro. Plus 4 vélos même. Avec 2 épiques. Donc merci à eux, c'est grâce à eux qu'on peut produire cette vidéo et que vous allez comprendre à quoi servent les suspensions électroniques, comment ça marche, tout ça. Parce que 2024, c'était presque un 100%. Incroyable. En niveau compète, en tout cas, il y a eu de la suspension électronique partout. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? On va le voir. C'est ce qu'on voit de suite. Mais avant ça, pensez à vous abonner surtout sur Instagram, sur YouTube, TikTok, Facebook. On a besoin de vous, plus que jamais en 2025. Donc c'est un geste à faire. Donc c'est juste en dessous. Et aussi, je rajoute, en description, il y a plein de gens qui ne le voient pas. On a des codes promo pour vous, qu'on a dealé avec les marques, auxquels on touche une affiliation qui aide à produire ces vidéos. Voilà. L'instant promo est fini, maintenant on s'y jette. Bon, début d'année, il fallait bien en faire une. Hein. Alors lui, t'as été bon. Ça va, on a commencé à tourner 10 minutes sans avoir règle la caméra, c'est pas non plus... Non, c'est bon, ça permet de nous chauffer. Ouais, ça se... A été chaud? Ouais, on est chaud. Bon. Suspension électronique? Ouais. Et principalement celle de RockShox aujourd'hui, le Flight Attendant. C'est compliqué à dire pour moi, je trouve. Si vous avez un nom plus facile, RockShox, je serais... Écoute, tu sais quoi, tu fais Google Trad ou ce que tu veux, tu vois ce que ça veut dire Flight Attendant, il y a un mot en français pour ça. Oui, mais quand je vais taper sur Google, si je mets le mot français, je pense que je vais pas tomber sur beaucoup de produits. Hein. J'essaierai. Tu vas tomber sur les compagnies aériennes. Ah oui, c'est pas faux. On commence par quoi? 2024, année des suspensions électroniques. Et c'est pour ça qu'on veut parler aussi de ça aujourd'hui. Parce que quand tu vois que toutes les disciplines du VTT ont été dominées par les suspensions électroniques, non, par des super bons pilotes, mais équipés de suspensions électroniques, ça fait peur quand même. Oui, parce que moi je me poserais aussi la question, est-ce que la suspension électronique fait tout ou pas? Ah oui, est-ce qu'imagine les champions, nos 2 champions olympiques en VTT XCO, suspension électronique. Champion du monde de DH, Loris. De DH. Et chez les filles aussi. Et oui, Vali. Et oui. Flight Attendant. De RockShox. Ouais, du RockShox pour le coup. Donc les 2 descendeurs. Vainqueur de la Coupe du Monde de DH. Loïc Bruni. Paulins électronique. Champion du monde d'enduro. Petit français. Et le deuxième aussi, si tu veux, parce qu'ils sont dans le même team du Fox électronique. SP aussi, ils n'avaient pas un e-bike? Est-ce qu'ils étaient électroniques? Oui, notre champion du monde de... Bonne question. Parce que... Oui, je pense, peut-être. Je sais pas. À de voir. tête. Ouais. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, en musculaire, tous les titres, ils ont tous été en suspension électronique. Alors, je pense que c'est pas qu'un effet de mode et c'est pas juste les marques qui poussent pour qu'ils roulent avec ça. C'est que ça leur amène des choses. Je veux dire, Loïc, ça fait sacrément longtemps qu'il roule avec suspension électronique en DH et ça fait parler. Donc, c'est qu'à un moment donné, les gains, c'est sûr, on parle de gains marginaux, mais à leur niveau à eux, c'est sûr que ça a un impact. Et pour nous, simple mortel, je pense que ça peut, on va y venir à la conclusion, mais apporter énormément pour nous simplifier la vie. Oui, c'est la question première qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est exclusif à la compétition ou, comme on le voit dans l'automobile, dans la moto, c'est une technologie qui va être utile au conso final, donc nous. Voilà. Ça sera la conclusion au final. Il est bon pour spoiler les trucs, lui. Ouais, exactement. Moi, j'ai pas spoilé justement. Oui, mais bon, faut renvoyer la conclusion. Isa aussi, non? Isa, est-ce qu'elle était en suspension électronique d'ailleurs? Oui, bien sûr. Ouais, donc tous, au final, ils ont tout gagné en suspension électronique, presque. C'est pour ça que je dis, si on commence à faire tout, on va y passer la matinée. Ouais, ils se chargeront en commentaire, on a dû en oublier. Ouais. Est-ce que tu peux me donner un peu l'histoire du coup des suspensions électroniques? Parce que je pensais, en fait, quand j'ai vu ton les notes, script... Tu l'as lu? Ouais. Oui, c'est pas moi qui ai créé les vidéos, on va pas... J'ai vu que c'était... Pour moi, c'est vieux, j'étais jeune. Et oui, pour moi, ça paraît... Oui, je prends un coup de vieux quand je vois ça. Mais oui, il y a eu des steps de 10 ans. Ouais, c'est ça. Le premier vélo en production,
en production, mais peut-être pas grosse. Hein. C'est un Proflex. Proflex, c'est une marque américaine qui avait été rachetée par le géant du ski américain K2. Et ils avaient fait un vélo tout suspendu, flambant, hein. Monocoque carbone et tout, suspension électronique. Par une marque américaine de suspension qui n'existe plus, Nolin, si je le dis bien. Je suis pas sûr que je le dirais bien en anglais, mais c'était ça. C'était pas mal, hein. C'était abouti, mais le souci, c'est qu'à l'époque, il y avait vraiment un problème avec les batteries, là, pour le coup. Donc ça, c'est... Et oui, parce C'est des piles, quoi. Ouais, comme les Game Boy. Là, tu faisais 20 bornes et tu rentrais à la maison, quoi. Donc, ça n'a pas duré. Bon, et puis, la marque K2 est tombée, donc ça, c'est parti. À peu près à la même époque, Cannondale arrive avec un projet, je m'en souviens, ça s'appelait projet Simon. C'était un ingénieur là-bas, il avait fait un super beau scalpel tout suspendu avec suspension électronique. Ça n'a jamais vu vraiment le jour, je pense, mais c'était très beau façon Cannondale. Ouais, il savait faire. Donc ça, c'était début 2000. 10 ans après, un peu plus, peut-être 2012, je crois, pour être précis. Là, Axel Group et notamment Lapierre arrivent avec monsieur Nico Vouilloz qui cherchait déjà les gains marginaux, toute une gamme, le Spicy, les Esti, avec EI Shock, suspension électronique de chez Rockshocks. Je pense que c'est là où Rockshocks a commencé à bidouiller, à faire des brevets. Et c'était super intéressant. Moi, j'étais là à cette présentation, je m'en souviens très bien. On avait pris un peu une claque. C'était le début de 26, 27, 29, tu vois. Non, et là, suspension électronique, on a fait « Waouh, putain, mais c'est quand même pas mal du tout, c'est pas idiot ». Et derrière, ça avait été emboîté par Fox, qui avait répliqué l'année d'après, pareil, suspension électronique en cross. Donc ça, 2010. Après, c'est un peu descendu, on n'a plus trop entendu parler. 2020, c'est revenu sur le devant de la scène avec RockShox Flight Attendant, une gamme complète. 2021, je crois, pour être précis. Hollins aussi, forcément. C'est peut-être un poil plus tard, d'ailleurs. Ouais. Hollins, c'est dans l'automobile, la moto et tout, oui, mais dans le vélo, c'est arrivé un peu plus tard. Mais là, on parle de produits que tu pouvais acheter, Flight Attendant. Oui. Je l'avais essayé, tu avais vu le vélo, tu m'avais fait les photos d'ailleurs pour Vélo Tout Terrain à l'époque, avec le GFC, YT GFC, ancienne version, pas celui-là qu'on a testé cette année, qui était un vélo en 140 mm, mais c'était un DH en 140, quoi. Ouais, puis c'était la révolution, comme je te l'ai dit, tu sais, quand on a tourné en premier, la révolution du rock à sa sortie. Mais c'était le produit que tout le monde allait voir. Il n'y avait pas beaucoup de marques et ouais, moi ça m'avait assez bluffé aussi à cette époque-là parce que, c'était pas si vieux, mais parce que ça avait bien changé ce vélo, quoi. Ce vélo, je l'aurais pas pris et avec ce système-là, c'était quand même intéressant. C'était pas sans défaut, notamment au niveau de la qualité d'amortissement. Il y avait quand même des sacrifices. Enfin, la fonction était là, mais l'amortissement était pas au même niveau que ce qu'ils ont réussi à faire là. Donc et là maintenant 2024. C'est la V2 au final, on peut dire. Ouais, V2. Et puis là pour le coup, ils sont pas tout seuls non plus en suspension électronique, il y en a plein. Nous on va se consacrer sur eux parce qu'ils nous ont aidé à tester le concept jusqu'au bout. Mais c'est vrai que 2024 là, 2025, ça continue, des suspensions électroniques, on commence à en voir un peu partout. Tu le sais à peu près combien de temps d'ailleurs ils travaillent sur le sujet, RockShox au final? Et je te dis, en 2011, là, quand ils sont arrivés, les produits étaient faits. Donc, moi, je pense que j'étais allé à Colorado Springs à l'époque de chez Sun. Les visiter, ça devait être en 2008-2009. Et déjà, il y avait des trucs. Déjà. Donc, au final, on peut donc, dire je aussi... pense que depuis début 2000, tu vois, quand Proflex K2, ils sont sortis le truc, bien sûr. Donc, depuis 2000, on commence à y travailler. Donc, ça fait 20 ans qu'ils y bossent, quoi. Mais le problème, c'est les technos. C'est simple. C'est quoi concrètement des suspensions pilotées électroniquement? C'est un petit robot qui vient manipuler des ajustements comme nous on fait avec les mains. Donc il faut miniaturiser ce système-là. Il faut le fiabiliser en VTT. Il faut que ce soit étanche, tu vois. C'est ça le problème. Les fils, tu vois, maintenant SRAM, il n'y a plus de filaire. Oui, c'est que tout avec des batteries Wi-Fi. Et tout. Voilà, la qualité des batteries. Voilà, je pense que techniquement, il n'y a rien de révolutionnaire. Dans le milieu de l'automobile, de la moto, ça fait bien longtemps qu'il y a des suspensions électroniques, mais on pouvait emporter beaucoup plus de poids. Nous, dans le vélo, le miniaturiser, le fiabiliser à ce niveau-là, ça a pris 20 ans. De quoi est composé le système? Alors, c'est pas compliqué. Les fourches, c'est les mêmes. Les amortisseurs, c'est les mêmes. Simplement, qu'est-ce qu'il faut amener? C'est le petit moteur, la batterie et les capteurs. Okay? Donc, tu as une cartouche au niveau de la fourche. Oui. Qui est particulière, où il y a le cerveau avec un capteur dès que la fourche elle bouge ou pas. Aussi l'inclinaison du vélo à gauche, à droite, devant, derrière. Ok. Tu as un petit moteur sur l'amortisseur, donc fourche, amortisseur. C'est le même au final, c'est juste adapté au format de suspension. Oui, grosso modo. Au niveau de la transmission, il faut un capteur de puissance et de cadence. Sur le pédalier, souvent. Sur le pédalier, exactement. C'est soit dans l'axe de pédalier, soit sur la couronne. Donc il y a deux versions chez RockShox. Oui, chez SRAM là pour le coup, parce que c'est SRAM les transmissions, mais oui, c'est ça. La transmission maintenant, ça prend en considération les informations de la transmission, ce qui n'était pas le cas avec l'ancien système. Donc maintenant, si tu montes, tu descends les vitesses, hop. Où tu es, j'imagine, sur la cassette aussi. Voilà, donc ça c'est encore une information où il va dire il faut ouvrir, il faut fermer, tu vois. Ça c'est le minimum pour que le système fonctionne. Ok. En plus, si tu veux agrémenter,
pour être full pack, c'est la TSL AXS. Alors, TSL AXS, si tu montes, tu descends, pour l'instant, ça débloque pas ou ça bloque pas les suspensions. C'est pas sa fonction en elle-même qui vient influencer sur le système. C'est juste que, en termes d'ergonomie, quand tu mets ça en plus, au niveau du poste de pilotage, tu peux avoir 4 boutons au lieu de 3. Et donc, avec 4 boutons, il y a un bouton qui peut servir. Si tu n'as pas envie que tes suspensions soient asservies électroniquement, c'est toi qui peux reprendre la main. Et ça, tu l'as pas si tu n'as pas cette tige de selle? Eh ben, il manque un bouton. Et tu pourrais pas là. Eh non, parce que forcément, tu as la tige de selle. Ouais, ça. Ouais. T'as compris? Ouais, ça devient compliqué. Ouais. Eh oui. Donc ça, voilà, c'est un petit détail, on y reviendra. Mais le minimum, c'est les suspensions, le set de suspension, la transmission. Et là, en fait, le système, alors c'est pas de l'IA, c'est des algorithmes. En permanence, ils récupèrent les informations. Et s'il y a un impact au sol, si tu penches, si tu freines, enfin si tu freines, oui, si tu ralentis, si tu accélères, si la puissance que tu mets sur les pédales, la cadence que tu mets, où tu es sur les braquets, en fait, il compile toutes ces informations. Et avec ça, l'algorithme, il dit, ah, il faut ouvrir les suspensions, il faut mettre en position intermédiaire ou il faut fermer. Ok. Au final, il y a 2 cerveaux, j'imagine. Non, un sur la fourche. Ah, et c'est lui qui pilote même l'amortisseur du coup. Oui, sur la morteau, juste il ouvre, il le ferme. Faut imaginer ça en fait, hein, c'est un petit truc qui... Oui, c'est comme si je mettais ma main en permanence en train de fermer ou rendre plus dur. Milieu, intermédiaire ou vraiment le raffermir vraiment fort. Ok. Donc si en permanence tu jouais avant, arrière, c'est pas que ta fourche. Ok. Parce que là, tu as les 3, parce que tu me diras, ben alors, pas compliqué, on avait les poignées tournantes mécaniques, ça existe, quoi. Chez RockShox, il y en a aussi, ou voilà. Sauf que là, il peut aussi jouer avec les différentes positions, c'est-à-dire qu'il peut mettre intermédiaire à l'avant et ferme à l'arrière. Il peut mettre les deux intermédiaires, tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a plus d'options. Est-ce qu'il y a des demi-positions ou pas? Ou c'est quoi, vraiment des crans Ce que je veux dire, c'est nous, dans nos clics, tu fais 1 clic, 2 clics, 3 clics. Et est-ce que tu pourrais te bloquer entre 2 clics? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que là, c'est comme des clics justement? Ça fait clic, 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 clic. Alors lui, le système gère 3 positions. Ok. Ouvert, intermédiaire, fermé. Ok. Et après, suivant les niveaux de gamme, on va y rentrer si tu veux, il y a encore des micro-ajustements possibles. Ok. Et est-ce que ce système est complètement fermé? C'est-à-dire, il règle tout pour moi, j'ai rien à faire? Ou... Ben, comme toi d'ailleurs, ben, tu es fin sur tes réglages, tu es exigeant et tu aimes bien avoir quand même la main sur certains paramètres. Est-ce que ça te permet ça? Oui, tu peux. Alors, comment ça fonctionne? L'idée, encore une fois, c'est que ces 3 positions électroniquement, elles soient gérées et le but, c'est que ce soit automatique, que tu n'aies rien à faire. Alors, un paramètre que tu peux mettre la main sur toute la gamme, que ce soit du cross-country à l'enduro, c'est comment réagissent les capteurs. Okay, si tu veux qu'ils réagissent très rapidement, ou s'il y a un laps de temps qui est plus important. Je m'explique. Il détecte que tu mets un coup de pédale, il va bloquer. Et bien, cette détection-là, il peut dire, un coup, il faut bloquer. Oh, finalement, 2 coups, je bloquerai un peu plus tard. Tu vois, c'est le temps de réaction du système. Ok. Et ça s'appelle un nom que tu aimes bien? Ouais, non, parce que nous, c'est pas pareil. Ça veut pas dire du tout la même chose. Toi, c'est le BIAS. Oui. Nous, c'est le BIAS. Le BIAS, alors là, on va faire un cours culture générale. Donc culture brassagaise. Non, parce que c'est pas culture générale. C'est l'occitan. Le BIAS, ouais. C'est te débrouiller par toi-même. Ah, mais ça va un peu loin, ça va. Il se débrouille par lui-même, lui. Ouais. Donc c'est un mot qu'on aime beaucoup. Mon frère aime beaucoup, tu vois, le BIAS. Okay. Et là, en fait, tu as des clics, là, c'est le rose, la couleur rose. Et tu peux ajuster ça. Donc, tu peux avoir un truc très, très, très réactif. Où souvent, ça, c'est plutôt pour le compétiteur cross-country qui, au moins, de suite, le système est actif. Ou le gars qui randonne, tu peux réduire ça. Moi, ça m'est arrivé notamment sur des longues sorties. Si tu fatigues, par exemple. Pour avoir quelque chose où tu laisses travailler un peu plus les suspensions. Tant pis si c'est moins efficace, mais... tu baisses le taux le temps de réactivité. Ouais, c'est ça. Alors, soit tu le fais manuellement sur ta fourche, soit tu peux le faire avec ton application. On va y revenir sur la plume, mais voilà. Donc ça, c'est commun à tout. Cross-country, all mountain, trail, le BIAS, tu peux toujours le régler. Le BIAS. Et tu peux toujours le régler. Après, suivant les familles, un cross-country, par exemple, c'est pas possible parce que le chargeur, la cartouche hydraulique, n'a pas d'ajustement en compression haute ou basse vitesse, donc tu peux pas régler la compression. Par contre, tu peux régler la détente. Ça, par contre, c'est toujours manuel. Okay. Sur les modèles Trail, All Mountain, Enduro, tu as un réglage de compression, pareil. Et là, tu as la compression de la fourche
et de l'amortisseur. Bleu foncé, c'est la fourche. Bleu un peu turquoise, c'est l'amorto. Ça fait les deux 10 clics. depuis le cerveau Ouais. de la fourche. Alors, soit tu le fais avec ton appli, encore une fois, mais sinon, tu appuies sur le bouton. Et ça, c'est rigolo parce que normalement, C'est simple en tout cas. c'est simple et plus rapide en fait. Parce que tu as tout à portée de. Oui, t'as qu'une manipulation. Ouais. Alors, ça, je m'en sers super souvent, tu vois. Moi, comme tu dis que je suis un petit cousse des ajustements là, et ben, je m'en sers. Alors, c'est un réglage de compression. Il n'y a pas haute et basse. Ça agit sur les deux. Et voilà, tu peux ajuster ta compression sur un terrain. Moi, je trouve ça bien sur les disciplines où tu as une descente super raide. Tu sais que la position ouverte, en fait, tu peux la micro-ajuster. Donc, la position ouverte est micro-ajustable sur tout ce qui est trail à ADH. Ok. Donc, comme tu me disais, est-ce que tu as des micro-ajustements? Oui, la position ouverte, tu peux l'ajuster. Par contre, la position intermédiaire et la position fermée, ça, tu n'as pas accès. Par contre, RockShox et les clients qui utilisent le système, eux, ils peuvent faire des choses. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, la position fermée, il faut avoir vraiment très très ferme ou moyennement ferme. Tu vois. Mais ça, c'est des réglages qui sont faits en usine ou qui peuvent être faits après. Mais ça, toi, tu n'as pas accès avec ton téléphone ou avec les réglages sur la fourche. Oui, pour faire simple, c'est la calibration suspension Oui. choisie par les marques. Oui. Donc, ce qu'ils veulent donner sur leurs caractéristiques de fourche, plus souple, moins tout ça. Après, Ou ça, tu fais une préparation au final. la calibration reste la même. Hein. Encore une fois, le système Flight Attendant, ça vient micro-ajuster. Dedans, le piston avec les clapets et tout ça, c'est le travail de classique. Et ça change pas. Je veux dire, l'intérieur des amortisseurs que l'on a ou des fourches, ce sont les mêmes que tu peux retrouver en chargeur haut de gamme, mais sans le système électronique, grosso modo. Oui, on peut faire la corrélation avec mon Trek où j'avais acheté un Super Deluxe qui marchait pas du tout parce que j'ai acheté un amortisseur de série. Ouais, tu sais, en fait, tu as acheté un amortisseur sur internet mais qui n'était pas calibré pour. Non, pas adapté à ce vélo-là. Ouais. Bon, ça, c'est le sujet d'une autre. Ouais, mais vidéo. au moins qu'ils comprennent, Ouais. que tout le monde comprenne l'importance surtout. Oui. Parce que des fois, on pourrait se dire, ah ben, je vais acheter un amorto sur n'importe où, dans son magasin ou autre. Putain, mais ça marche pas. Et pourtant, sur ton vélo, ça marche. Juste qu'il s'est peut-être pas adapté à ton châssis. Ouais. Voilà. Il reste quand même que tu as la détente. Par contre, la détente, elle, est toujours de façon manuelle avec des clics. Oui, parce qu'il faut un moteur dessous, en fait. Ouais, il faudrait encore j'imagine. Oui, voilà. Et la pression, ou le ressort, on va dire, le ressort, parce que tu peux rouler. Il y a aussi des suspensions électroniques avec des amortisseurs, avec des ressorts hélicoïdales. Ça, il faut quand même le régler. Et est-ce que tu penses que d'avoir cette détente gérée électroniquement, ça va apporter en permanence, ça va apporter quelque chose d'intéressant pour le pilote? Parce que moi, généralement, la détente, j'y touche presque jamais, en fait. Ça pourrait. Ça peut être une évolution. Ok. Pour être encore plus fin. Plus fin ou plus efficace, ça pourrait aussi. Avec des changements forts de pente ou de... Oui, voilà, c'est ça. Ok. Oui, ça pourrait s'envisager. Pour la descente, mais aussi pour le cross, parce que par exemple, au pédalage, tu ralentis la détente, tu as beaucoup moins de mouvement de la suspension. Tu limiterais les pertes, en fait. Oui, je me souviens de marques comme Can Creek, par exemple, où quand tu actionnais le levier pour eux, plateforme, ça jouait plus sur la détente que la compression. Ok. Parce que comme ça calmait au pédalage. Tu sais, quand tu bougeais, ben, l'expansion, au lieu de faire ça, hop, elle se calmait. Donc ça pourrait être envisageable. Après, encore une fois, on va y venir, mais c'est la complexité de rajouter du poids, de rajouter des batteries. Là, pour le coup, on parle de fonction, mais forcément, toutes les suspensions Flight Attendant sont plus lourdes que les suspensions classiques RockShox, parce que tu as le moteur et tu as les batteries. Et oui. D'ailleurs, des batteries, il en faut combien pour un système complet? 5, c'est ça? Derrière, il en faut. Alors, ouais, chez RockShox, c'est des batteries indépendantes pour tous les systèmes, donc il n'y a pas de fil, ça c'est super cool. Par contre, tu as des petites batteries partout. Ce sont les mêmes batteries. Hein. C'est donc 4, tu en as non? un pour la. Ben ouais, oui. Oui, amorto, fourche, tige de sel et dérailleur. Alors, 3 minimum, c'est parce que tige de sel n'est pas une obligation. Oui. Et tu as oublié une petite pile. Pour les manettes. Alors, tu as deux piles plates pour les manettes et tu as une pile pour le capteur. Et là, c'est une pile AA, je crois. Ça dépend de quel capteur tu as. Nous, sur notre modèle. C'est ça, voilà. Donc, il faut quand même des piles. Des piles et des batteries. Les piles, elles durent un moment, je pense. Oui, il faut juste regarder le capteur. Ça m'est arrivé une fois. Il faut le regarder. Tu appuies dessus et si c'est vert, tout bon. Si c'est orange, il faut commencer à s'en préoccuper. Si c'est rouge que ça clignote, c'est que tu n'en as plus pour très longtemps. D'accord, ok. C'est pour ça d'ailleurs que t'as vu maintenant on a sorti le... Ah ben là, le 4, c'est bien quand tu as le Flight Attendant. Hein.
Au moins là, tu peux tout faire, tu charges tout en même temps. Ça, est-ce que c'est vendu avec d'ailleurs? C'est une petite aparté, mais ou tu es obligé de l'acheter séparément? Bonne question ça. Bon, Séparément, je pense. Après, sur le vélo, quand tu le reçois, tous les vélos en Flight Attendant, au moins celui-ci, bonne question. ouais, Bon, ça- en tout cas, ça se trouve. oui, il faut Bien juste. pratique le gros là. Oui, parce que c'est un système que si vous oubliez de le charger, forcément, ça marchera pas, hein. Ouais, ça, oui. Attention aussi quand il fait froid. Le chaud, le froid, ou c'est que tu stockes, ça c'est vrai qu'il faut y faire attention. Ce qui est cool, c'est que c'est rare que tout tombe en panne en même temps. Je m'explique. Aujourd'hui, celle qui consomme le plus d'énergie, c'est la tête de la fourche. Parce que c'est elle qui est toujours en train de calculer ce qui se passe. Combien, toi, tu fais de kilomètres ou de Alors, sorties ça, avec à peu près? Ça dépend. C'est complètement variable. Suivant Impossible. Ça, c'est la comme les type- batteries en e-bike. Suivant le Parce type que de tu fais 100 terrain, bornes sur une piste de gravel et qu'il ne se passe rien. tu changes pas de Voilà. vitesse. Par hein, contre, tu es sur un terrain, il y a des cailloux, des machins, ils s'adaptent tout le temps. Donc, c'est impossible de te dire. Ce qui est sûr, c'est que tu fais plus que 20 km. Non, mais voilà. Mais après. Je veux dire, si. toi, avec tes sorties, mettons, où tu fais souvent 60, 80, 2005. Ah non, mais tu changes pas dans la journée. Ouais, voilà. Non, mais non, bien sûr que non. Mais après, te dire, ça tient 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, ça dépend de la fréquence et les terrains. Et en plus, moi, ça m'est arrivé de pas toujours tout bien contrôler. Et bien, souvent, qu'est-ce qui consomme le plus aujourd'hui? C'est la tête de l'amortisseur et souvent le dérailleur. Par exemple, l'amorto, beaucoup moins. Qu'est-ce que tu fais? S'il y en a une qui tombe en rade, Tu prends d'un côté, tu la mets de l'autre. Tige Voilà. de sel, mettons, tu baisses avant ta voilà, descente. mais ça, quand et- c'est orange, oh purée, la tête de la fourche, voilà, tu fais ça. Donc, je suis jamais. Ah oui, avant que ça soit rouge. Tu vois, avant que ça clignote au rouge, tu vois, tu dis hop, celle-là, elle est rouge. Oula, c'est la tête de la morteau, celle qui est verte, je la mets et c'est bon, tu finis ta sortie. Enfin, moi, j'ai jamais été en rade parce que j'avais plus de batterie. Ouais, t'as eu du biaïs. J'ai eu du BAIS. Après, moi, je conseille toujours d'en avoir une de passe quand tu es sur des systèmes comme ça, surtout avec ce nombre. On va pas se le cacher, ça arrive à tout le monde d'avoir d'oublier de charger au moins une batterie ou de se rendre compte quand tu pars que tu en as une de rouge, d'en avoir une de passe qui est tout le temps chargée. Non, mais c'est vrai que quand tu pars, en fait, ça maintenant, quand tu pars sur les longues sorties, c'est un peu comme tu prenais ton bout de gaine et ton câble de dérailleur. C'est vrai que moi, j'en ai une tout le temps avec moi. Après, pour des courtes sorties, je la prends pas, hein, pour être honnête. Mais oui, forcément. Après, c'est toujours pareil ça. Il y en a qui prennent plus ou moins d'outils. Ça sera le sujet d'une vidéo, ça aussi. Ah, et un petit truc, parce que ça m'est arrivé pour de vrai, c'est que j'avais une petite pile plate, et cette batterie-là, et je le mettais dans mon sac. Et en fait, la petite plate, je m'en suis jamais servi. Et le truc, c'est que quand j'en ai eu besoin, en fait, elle était à plat. Ah oui, Et au bout de 2 ans, quand elle traîne avec le l'humidité. froid. Exactement. Donc, si j'ai été prévoyant, mais j'ai pas tip top avec les batteries. C'est vrai que je suis pas le roi de la batterie, moi, tu vois. Mais, Bon, après, en général, quand ça t'arrive une fois, ça t'arrive pas deux. ah, mais non, je sais, bien sûr. Mais ça, c'est comme ton câble de dérailleur qui va péter. Et si t'en as pas de rechange, au final, c'est la même comparaison. Ah oui, c'est pareil. Oui, c'est sûr. On passe un peu sur l'installation, comment ça se passe? Ben, L'installation, la mise en place, oui. le réglage. Alors nous, en plus, pour le coup, tous les vélos qu'on a essayés, ce sont des vélos qui n'étaient pas livrés Flight Attendant. Ce sont que des vélos qu'on a montés Flight Attendant, donc on a tout assemblé. Oui, RockShox, t'as envoyé tous les Oui, kits. les deux Forbidden, ils n'existent pas actuellement en Flight Attendant. Les teams Forbidden roulent en Flight Attendant, mais les vélos n'étaient pas vendus en Flight Attendant pour l'instant. Je crois que ça va arriver. Donc nous, on a reçu les fourches, les amortos, grosso modo c'est ça, et le pédalier. Donc tu mets la fourche comme une fourche normale, tu mets ton amorto et le pédalier. Ça, c'est pas plus compliqué que ça. Oui, ça change rien au final de modèle En où assemblage, c'est non électronique. Pareil. Sur le vélo de cross-country, là, on est allé un peu plus loin. C'est qu'on a vraiment pris le modèle de série qui existait, on l'a upgradé Flight Attendant. Donc, on a changé juste la cartouche de la fourche, c'est la Seed Select Plus. On n'a même pas changé toute la fourche, on a mis juste la cartouche. Donc que le côté droit. Que le côté droit, on a mis l'amorto, parce que ça, on pouvait pas le changer, et on a mis un pédalier, un capteur de puissance. Voilà. Oui, parce que la transmission était déjà en GX. Un AX, ouais, c'est ça. XS. Voilà, c'est ça. Donc, montage pas plus compliqué que les autres. Une fois que tu l'as monté, charger les batteries, mettre les batteries. Première chose à faire. Après, ce qui est intéressant, tu peux tout faire sans avoir l'appli, mais c'est quand même bien d'avoir l'appli. Donc, je te conseille de télécharger l'application. L'application, il faut le Bluetooth, réveiller les composants en Flight Attendant et au moins, tu crées ton profil de vélo. Par exemple, j'ai créé mon Forbidden Druid. Comme ça, il y a quand même beaucoup plus d'informations. On va y venir, mais voilà. Télécharge. Tu peux avoir plusieurs vélos sur ton appli. Ouais. C'est-à-dire que là, les 3, 4... Les 3, ils y sont. Ok, 3 vélos, t'as les... Ouais, j'en ai même plus que ça. Il y a même ton Trek, ton machin, enfin, je sais pas combien. Tous les vélos que je teste avec du RockShox, souvent je les mets dedans. Et donc tu peux voir les réglages que tu as fait, on va y venir, mais voilà. Donc sinon, si tu n'as pas l'appli, comment ça fonctionne? Tu réveilles les composants. Tu appuies,
ça devient vert pour voir qu'il y a bien de la batterie. Rien qu'en bougeant, je vois, ça les réveille, non? Alors quand tu bouges, oui, ça fait Parce ça. que ça clignote. Oui, il cherche si tous les composants sont bien réveillés. Si c'est pas le cas, tu les réveilles. Premier truc à faire, c'est d'appairer tout le système, comme je t'ai dit. Le cerveau, c'est la fourche. Donc la fourche, elle va essayer de détecter Tout l'environnement. l'écosystème. Voilà. Donc tu appuies longtemps sur le bouton de la fourche, ça clignote vert longtemps, doucement là. Et là, tu viens appairer chaque composant. Donc tu viens appuyer sur le bouton de contrôle de la tension, tu appuies longtemps et d'un coup la diode verte, elle le clignote rapidement. Tac, 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 hop, appairé. Tu fais tout ça, tu as 1 minute, je crois, ou 1 minute 30 pour tout faire. Donc tu fais tous tes composants. Donc ta manette gauche, ta manette droite, ton amortisseur, ton derrière-arrière. Et pas oublier ton capteur de puissance. Ça, au début, j'oubliais tout le temps. Parce que je devenais fou. Je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Ça marche pas. Et oui, parce que là, il faut le sortir. Et il y a un petit bouton. Moi, j'appuyais que sur le bouton de tension et c'était pas bon. En fait, il faut le sortir. Voilà. Ça perd. Quand tout s'appaire, c'est pas compliqué. Le système se met soit en ouvert, soit en automatique. Ça a été fait. Si ça n'a jamais été fait, ça se met en rouge ouvert. Parce qu'il faut savoir qu'avec RockShox, c'est une énorme différence avec les autres. C'est que le système, basiquement, il est ouvert. Si demain, tu n'as plus de batterie, le système est ouvert. Je te le dis parce que chez Fox, le concurrent, c'était fermé. Ça, c'était quand même... ça je sur le retour terrain. Ouvert, hein. Voilà. Donc, ça te le met en rouge, open. Là, c'est que tout le système est appairé. Prêt à partir. C'est rouge, donc là, c'est pas automatique. C'est ouvert. Parce qu'il reste une opération à faire. Il faut monter sur le vélo et il faut calibrer. Ça se passe comment? Alors, la calibration, si tu as vu la tête de la fourche là, tu as un plus, un moins. Et bien, tu appuies en même temps, simultanément sur ces deux. Et là, d'un coup, au milieu, tu as un point blanc qui commence à faire clic, 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 à clignoter. Et bien là, il faut se mettre en position comme la fameuse position pour contrôler ton sac. Tu t'assois sur ton vélo, tu te mets... contre un mur en équilibre. Voilà, tu t'appuies à plat. Et est-ce que le sag, il faut l'avoir fait avant? Ah ben oui. Ça, là, on calibre. Donc, tu mets à plat ton vélo sagué. C'est côté gauche ou côté droit qui clignote. Là, il faut incliner ton vélo. Donc, tu peux descendre du vélo, tu l'inclines. Et là, le système, il recherche. Et si tout a bien fait, ça devient vert. Et là, quand c'est vert, tu peux rouler. Et est-ce que cette calibration, tu as besoin de le faire régulièrement? Est-ce que c'est à vie? Et oui, cette calibration, normalement, ce qu'il faut faire, c'est dès que au début, notamment au début, quand moi, tu vois, je suis casse-bonbon à jouer avec les pressions d'air, grosso modo, chaque fois que tu changes ton ressort pneumatique ou écoïdal, il faut refaire ça. Parce que sinon, tu vas changer l'assiette du vélo, quoi, tu vois. Ouais. Donc, tu as raison. Ce qu'il faut faire avant, c'est son sac, donc pression d'air, obligatoirement. Et chaque fois que tu changes la pression d'air, tu refais ça. Mais ça prend 20 secondes. Hein. Ok. Donc ça, tu peux le faire sans l'appli. Donc là, comme je viens de te dire, tu peux faire tout manuellement. Moi, je suis plutôt comme ça. Ça me gonfle de mettre le Bluetooth, ça capte pas bien, machin et tout. Tu peux tout faire sans l'appli. Mais avec l'appli, ce qui est cool, c'est quand tu le fais avec l'appli, c'est que dessus, tu vois les composants qui apparaissent. Tu vois la fourche, la tête de la fourche. Tu vois si tout est bien appairé en vert. Tu vois s'il y a des mises à jour, l'état des batteries. Ceux qui aiment bien ça, il y a plus d'informations, c'est plus lisible. Moi, je suis plus team téléphone. Ben oui, parce que d'aller regarder chaque batterie, machin, hop, clac, allez, ok. Ok. C'est toujours pareil, ça. Il y a 2 teams. Hein. 2 teams. Donc moi, je trouve ça bien de pouvoir tout faire aussi manuellement sur le vélo. Ah oui, ça, c'est clair. On attaque par les pratiques ou quoi? On attaque enfin au terrain parce qu'une demi-heure à parler du système, j'ai compris. T'as compris? Ouais. Pas sûr que tu as tout compris, mais ok. On y revient. Ouais, il a pas capté la moitié. Vas-y. Je te referai le débrief en commentaire. Ok. On verra si j'ai pas compris. Merci ChatGPT. Sinon, on avait 3 vélos. Donc pour le XC, pour l'enduro, donc là plus compétition va se placer généralement, et le Monsieur Tout le Monde rando, qui va de toutes les pratiques où tu chill, tu roules pour te faire plaisir, ouais. Et t'as pas de chrono aux fesses. Strava n'est pas un chrono, Simon. Oui. Je t'écoute. On commence par le cross-country. Eh oui. Où pour moi, c'est là où il faut être... les gains marginaux sont importants. Et oui, c'est sûr. Tous les gains, quand tu t'imagines que le système, grosso modo, il ouvre, il met inter ou il ferme, forcément, inconsciemment, là où tu dis que c'est le plus important, c'est le cross-country. Oui, chaque fois, ça paraît logique. Et je pense que c'est là aussi où on l'a vu débarquer en premier. C'est dans cette configuration. Donc la gamme, là, on l'a essayé sur un Epic, un vélo qui a bien performé cette année en Coupe du Monde. Donc le châssis, on sait qu'il est approuvé, avec une SID devant, le SID Luxe derrière. Et on avait les 2 vélos. Le mode mécanique. Oui. Et on l'avait en
en électronique. On a essayé de pas prendre le vélo parce qu'ils en ont un électronique de série, mais à 14 000 euros, quoi. Donc là, on avait le mode expert, qui est quand même déjà à 7 ou 8 000 euros. Et on a pu tester les deux, quoi, tu vois. Ça, c'est assez intéressant, je trouve. Donc après, on revient sur les produits purement Flight Attendant. Comme je disais, cartouche au niveau de la fourche Race Day. Donc là, c'est minimaliste, hein. Sur la fourche en ajustement, tu fais ton pression d'air. Tu fais ta pression d'air, pardon, pour le ressort pneumatique. Tu règles ta détente. Et après, grosso modo, pas plus. Sur la Morto, pareil. Pression d'air, détente, pas plus. Et tu vas rouler. Voilà. Tu vas mettre les watts. Tu vas mettre les watts. Ah, t'as bien expliqué. Parce que là, dans le mode cross-country, enfin, pas le mode cross-country, dans tout le Flight Attendant, mais qui est très intéressant en cross-country, c'est que soit tu laisses faire à l'algorithme. Donc attention, ça c'est valable sur tous les Flight Attendants. C'est un algorithme. Il a besoin d'informations. Il se nourrit de ce que tu fais. Donc quand tu vas rouler, les 20 premières minutes, si tu pars sur la route, il n'y a pas d'infos. Ah non? Voilà. Donc ce que moi je conseille de faire, en cross-country, c'est vachement intéressant, c'est que tu vas faire ta boucle de cross ou ton circuit cross-country qui est ultra varié. Une vraie boucle de cross-country, c'est super bien parce que sur 2 km, ça va monter, descendre, des racines. Lui, en fait, il a besoin que tu sprintes, tu changes de vitesse. Il voit comment tu changes de vitesse, comment tu vois. Il apprend de toi. Tu sais, par exemple, le derrière SRAM, tu peux faire passer les vitesses un par un. Tu vois, si tu es en mode super safe, tu ne veux pas casser, mais tu peux appuyer et tout descendre d'un coup. Oui. La cadence, si tu pédales beaucoup en cadence, beaucoup en force, si tu mets beaucoup en danseuse, si tu bouges beaucoup sur le vélo ou si tu restes tout le temps assis. Et lui, il a besoin de ces infos. Donc c'est vrai que si tu prends le vélo, tu fais un truc pendant 20 minutes, tu dis mais à quoi ça sert ça? En fait, oui, ok, quelques millisecondes pour passer d'une position à l'autre. Mais manuellement, j'ai pas besoin quoi. Avec ma manette mécanique, voilà. Il faut qu'il apprenne de toi et il faut y laisser un petit peu le temps. Et donc, plus tu vas rouler, plus il va apprendre de toi. En cross-country, c'est super intéressant parce que quand il a commencé à comprendre comment tu fonctionnais, même il peut se réajuster sur les longues sorties. Alors pas pour une XCO sur 30 sur 1 heure, ça va. Mais style marathon, il va se rendre compte que tu changes moins les vitesses différemment, tu vas avoir moins de cadence. Et ben le système, il peut commencer à modifier. S'il ouvre, il ferme pour te donner le maximum de performance. Ouais, il est en train de se dire, le terrain change, il faut que je m'adapte. La cadence de pédalage n'est pas la même, les watts sont pas les mêmes, voilà, tu vois. Mettons, tu partirais où il fait grand soleil, où c'est sec comme jamais, et tu prends un orage sur la figure, et ça devient détrempé, là, tu penses non, je pense pas qu'il voit ça, non, il n'y a pas de capteur sur les freins et tout. Non, c'est plus ouais, mais je veux dire, le terrain, vu qu'il va être plus mou. Non, il voit pas ça. Lui, ce qu'il voit, c'est le terrain, qu'est-ce qu'il voit? Il voit les inclinaisons et les impacts. Ok. Non, par contre, ce qui peut changer, c'est toi sur le vélo. S'il voit que tu viens appuyer sur la fourche, moins sur la fourche, tu changes les vitesses plus régulièrement, tu pédales avec une cadence de 70 ou de 90. Plus avec la fatigue au final. Mais c'est ça. Il voit que tu fatigues et lui, il se dit, oh, voilà. Quand tu as les watts, voilà. Donc ça, c'est super intéressant pour le gars qui fait du cross-country, mais il faut y laisser le temps de prendre des informations. Pour le crosseur qui n'a pas envie de faire ça et qui veut garder la main, si tu as la tire-7 télescopique, il y a un mode qui s'appelle le mode overdrive, c'est orange. Et là, tu peux toujours piloter toi-même. Donc là, ça revient à avoir un ajustement des positions électronique. Au lieu de faire ça avec ta manette, tu fais clac. Voilà. Je sais que par exemple, Hollins reste à méca parce que le team BMC, j'ai discuté avec les pilotes, ils disent ouais, mais nous on préfère garder la main dessus. Moi, pour avoir essayé, je trouve que finalement c'est beaucoup plus efficace de ne pas prendre. Mais si tu veux, pour le mec qui est pas sûr, tu as ce mode overdrive quand tu as la tire-7 télescopique qui fait que tu peux regarder la main sur le système. Ouais, t'offres la possibilité des deux à tout le monde. Voilà. Autre chose importante, je pense pour le mec qui fait du cross-country, c'est comme je te dis, l'algorithme il apprend de toi et il peut modifier en fonction de comment tu roules les critères. Si tu te connais vraiment bien et que tu es vraiment assidu, ce qui est super intéressant, et là les compétiteurs c'est ce qu'ils font, c'est que tu peux dans l'application mettre tes zones de puissance et que chaque fois que tu fais ça, en fait tu contrains le système à utiliser tes données. Et ça c'est ce que font tous les compétiteurs. Tu rajoutes de la data en fait. Ils mettent de la data. Alors ça c'est vraiment pour les gains marginaux, mais les gars ils laissent pas faire, ils disent ben nous, je dis une bêtise, Victor, quand il monte là, cette cote passer 800 watts, je bloque. Tu vois, j'exagère les chiffres. Hein. Et eux, là, tu peux rentrer toi-même les informations que tu veux et qui fait que le système, dès qu'il va voir que tu mets tant de puissance à un tel niveau de cadence, ben, il va ouvrir, fermer, tu vois, ouais. Pour faire simple. Donc, t'imagines pour le compétiteur, c'est une plage. Tu vas t'entraîner, il te suit. Tu vas faire ta compétition, tu as fait tes recos, tu sais combien tu vas mettre et tout. Là, les gars, ils rentrent les informations pour avoir les suspensions qu'ils ont envie d'avoir à instant T. Donc forcément là,
Les gains marginaux, ils sont intéressants. Et il y a des infos, hein, si allez sur RockShox, tu as Nino Schurter là qui parle du nombre de fois que ces suspensions sont ouvertes sur la course. Ouvert, fermé, inter, tu vois. C'est colossal. Tu pourrais jamais le faire de façon manuelle. C'est impossible. Moi, j'ai essayé au début de jouer avec les deux et en fait, tu te rends compte que c'est pas du tout possible. Et sans prendre en compte aussi l'effet de course, tes collègues autour, parce que là, toi, tu l'as essayé tout seul, c'est qu'en mode compète, t'as pas que ton vélo à penser. Non. Et donc moi, ce qui est intéressant que j'ai noté, c'est que pour une fois, le système Fight Attendant est plus lourd, mais l'action qu'il apporte est tellement plus efficace que les gars, ils sont prêts à le mettre. Tu vois, souvent, on est toujours en cross-country, le poids. Oui. Moi, pour avoir essayé les deux, au bout d'un moment, c'est clair que le Fight Attendant est en mode cross-country bien plus efficace. D'être focus sur ses sensations, la trajectoire, et pas avoir à ouvrir, à fermer. En plus, très sincèrement, moi, la manette, ça me déplaît vraiment. Moi, j'aime Parce pas. que par exemple, en descente, tu veux ouvrir, garder le contrôle du frein et faire ça, c'est pas du tout intuitif. Tu perds de la force. Là, de rien avoir à penser et juste te focaliser sur les traces, c'est vraiment intéressant. Par contre, c'est l'assistant. Par contre, attention au niveau du bias. Là, tu peux. J'ai remarqué que c'était un peu trop race. Des fois, notamment quand tu es fatigué avec un vélo de cross-country, c'est vrai que c'est pas des vélos faits pour rouler doucement. Tu vois, entre le plateau en 34, l'effet de chaîne, la cinématique, la raideur, des fois, il avait tendance, si tu vas en rando et que t'as pas envie de te pendre, pas avoir peur de régler les capteurs au plus bas pour que la suspension reste plutôt confort et tout, parce que sinon, il a tendance vraiment à tout le temps te pousser. Race. C'est ce que je me suis rendu compte au début. Il est là pour gagner, lui. Mais ouais, et qu'est-ce que tu fais, toi? Eh ben, t'en mets, et tu te pends. Mais parce que t'es idiot, comme les gars avec Strava, quoi. Tu te dis, ah putain, il y a un com qui est en train de partir, ou tu y vas, tu vois. Et c'est vrai que ça pousse un peu au crime. Faut faire un peu attention à ça. Ok. Mais, franchement, en XC, c'est réellement un plus, je pense. Hein. Oui, quand t'essayes sans, avec, tu vois vite la différence, quoi. Je pense qu'en XC, à un certain niveau, t'es obligé d'aller dans cette direction. Bah, au final, moi, je le vois comme la course automobile, tu vois. Quand tu vois qu'à chaque départ de spécial, ils ajustent les suspensions, les machins pour que... Et c'est la même chose, après, ça peut... Moi, une partition de musique, c'est pas eux qui font tout dans la voiture, quoi. C'est clac-clac et fonce à rouler, quoi. Ouais. Après, sur les suspensions elles-mêmes, ça a bien performé, mais ça reste des suspensions avec une logique RockShox. Donc la fourche, la morteau. Pour être clair, ça enroule beaucoup sur le ressort pneumatique et la détente. Au niveau compression, il n'y a pas énormément de compression. D'autres marques ont une autre philosophie. Tu vois, j'avais essayé les All-in, c'est différent. Oui, chaque constructeur en général force sur... C'est pas le sujet. Après, c'est pas le sujet là de la thématique de la vidéo. On est vraiment sur les suspensions électroniques. Voilà. Après, il y a une certaine... je pense là, c'est très très cross-country. Basique pour amortir des gros chocs en termes de grippe et tout, c'est quand même un certain niveau, quoi. Ok. Voilà pour l'XC. Mais bon, ça paraît normal que ce soit en XC, ça paraisse. Moi, pour moi, ça me paraît évident quand tu vois que le système est performant. Moi, là où j'étais pas sûr, c'est le fait qu'il y a beaucoup de poids en plus quand tu vois qu'ils regardent tout, les pilotes, comment ils se pèsent, les pneus, les roues et tout. J'étais pas sûr que le gain soit si nécessaire que ça, vu le poids que tu prends sur le vélo, mais au final, entre les deux, il n'y a pas photo. En termes de temps, on va pas donner des chiffres parce que c'est toujours dur à donner, tu peux pas, l'intensité sur 2 tours, machin. Ouais, le terrain. Oui. Si c'est très linéaire, très lisse, il n'y a pas un énorme gain. S'il y a beaucoup de changements, le gain, ils sont colossaux. Mais encore une fois, on parle de gains marginaux, tu gagnes pas, enfin je veux dire, faut pas rêver, hein. Tu vas pas gagner 1 heure sur ton tour, hein. Si t'es pas entraîné, le vélo. Mais pour le gars qui fait de la compétition, très sincèrement, si sur un tour de, je sais pas, ça dépend les boucles, mais de 15 minutes, tu gagnes 10 secondes, pour s'entraîner et gagner 10 secondes en performance, 1h20 en plus. C'est beaucoup. Puis sur 1h20, ça commence à faire un paquet. Oui. Donc je pense que pour eux, c'est très intéressant. Puis on se place là sur un format de circuit Coupe du Monde olympique, dit pas Coupe du Monde olympique, oui. où c'est que des variations de rythme. Oui. Et quand on voit ce qu'ils se mettent maintenant, ça engage après en descente. Ah, ça engage. Mais même en marathon, hein. Moi je pense que course marathon, je prendrais ça. Hein. De pas avoir à réfléchir, de juste se focaliser sur ses sensations
de gérer son corps et tu gères pas le vélo, quoi. Ben, plus en plus, et encore avec la fatigue. Ouais, la fatigue te marque tout. Ah oui. Donc, si Tu tu as peux plus arriver- envie au bout d'un moment d'aller bloquer, machin. Là, tu roules et basta. Tu te focalises à appuyer fort sur les pédales. et à ta stratégie de course. Voilà. Un peu plus engagé. Hmm. Donc là, le Dreadnought. Enduro. Là, par contre, moi j'ai le temps d'ouvrir, fermer, en haut, en bas. Ouais, c'est vrai que quand tu regardes la discipline, vu que les montées sont en temps imparti, il n'y a pas de performance à avoir à monter, ah ben, tu bloques. Si c'est une route, tu bloques ou tu laisses ouvert si c'est cassant. C'est vrai que comme ça, quand tu y réfléchis, c'est moins intuitif. Tu dis pourquoi mettre des suspensions électroniques dans ce type de vélo, quoi. La seule chose que je vois, c'est sur les relances. Ouais, pour te faciliter la vie, on pourrait, dans le cas où des fois c'est pas toujours facile d'aller chercher pour bloquer son amorto quand ça pédale un peu fort, quand ça remonte. Ok là-dessus. Ou que c'est des relances suffisamment courtes. Pour le compétiteur, pareil, on est sur les gains marginaux. Donc oui, dans les montées, tu as le temps de faire ce que tu veux. Et encore une fois, moi, ce que je trouve intéressant, même dans les montées, c'est de ne pas avoir à réfléchir, à te concentrer sur toi. Et je trouve ça quand même, comme tu dis, il y a beaucoup de cinématiques où c'est compliqué. Tu vois, le Dreadnought avec les mains dessous, c'est pas top. Des fois, tu es sur des pistes, des fois, tu es sur des monos. Là, d'avoir le système qui s'adapte tout seul, c'est quand même super intéressant. Positionnement de l'amorto surtout aussi. Oui, voilà, c'est c'est vrai ça. qu'il y en a Tu qui vois où sont il de est, moins en moins accessibles. Ben oui, parce qu'on essaie de répartir les masses super bas, donc c'est au niveau du boîtier. Chose intéressante, moi que j'ai beaucoup fait sur les pratiques trail rando, sur l'appli, tu peux ne pas avoir la position fermée de la fourche. C'est-à-dire que la fourche joue toujours ouvert, inter, Ok. et l'arrière, ouvert, inter, fermé. Pourquoi je te dis ça? Tu peux C'est bloquer une position en fait. tu peux enlever la position ferme de la fourche. Et même moi, j'aurais aimé même pas l'inter, tu vois. Pourquoi? Parce que en enduro, sur ces vélos qui ont beaucoup d'angles, et souvent quand ça monte, pour moi, le gain, c'est pas forcément de raffermir les suspensions, mais c'est plutôt d'ajuster l'assiette, tu vois, pour éviter d'être comme ça et te tuer le bas du dos, tu vois. Et donc, moi, c'est ça, je faisais ça. Donc, ça fait que quand ça montait, j'avais jamais la fourche qui était vraiment fermée, mais par contre, l'arrière était super ferme. Donc, le vélo, l'assiette, Tu reviens un peu plus tu droit. reviens comme ça. horizontal. Et moi, je trouve que ça aide beaucoup à t'économiser. Et mine de rien, encore une fois, tu descendras plus vite tes spéciales si les montées elles passent mieux, quoi. Et notamment avec tous ces gros vélos, tu vois, le Dreadnought c'est un gros vélo, et ben avec le système Flight Attendant à monter, ça change pas son poids, au contraire il est plus lourd. Mais vu que ça fonctionne tellement bien et rapidement, ben tu as souvent l'impression d'avoir un vélo moins dur. T'as vu à la maison là, quand on fait les remontées, des petits coups de cul et tout à la pédale, hein, en mode pour aller chercher la descente. Je pense que plein de fois j'aurais pas bloqué ouvert, tu vois. Tu Oui. dirais, tu vois. Puis ça monterait, tu dis, bon non, je laisse ouvert. Et là, le vélo, il pompe et tout. Là, non, il a une bonne assiette. Et bien, mine de rien, sur la journée de la spéciale, eh ben, de course, pardon, ça t'économise. Donc, il y a un gain mental, tu t'occupes de rien. Il y a un gain physique. Ça, le gain mental, quand t'es en haut de la descente et que t'oublies d'ouvrir parce que t'es cramé. T'es dans le stress, ou dans le stress, des fois. Oui, Il faut si mettre t'es- le masque, il faut faire le truc. Là, tu sais que tu pars, c'est bon. Le seul truc que je fais, moi, ça, c'est un petit tips. C'est que tout le temps, j'ai pris ce tic. Je tape sur les suspensions avant de partir. Si le style est un bunny, tu sais pourquoi? Pour faire clignoter le machin. Parce que pour être sûr qu'il soit en position ouverte. Non, mais si tu arrives de la montée, c'était Oui, lisse, il est en position inter-fermée. Oui, Moi, tu je- forces un peu le mécanisme C'est à te juste dire, pour ok, mentalement pour être sûr de partir. Je sais pas pourquoi. d'avoir plein de... J'ai ce tips positions, maintenant ouais. en flight, c'est que j'arrive et je mets un petit coup Ouais. sur le guidon, je sais que c'est ouvert, tu vois. Donc, C'est je- ta procédure de départ. Ouais, exactement. Voilà. Mais et en descente, pas en descente, excuse-moi, en spécial, c'est super intéressant. Tu vois, style le Dreadnought qui est quand même un gros vélo. Je pense à Brassac. Vous avez des spéciales au championnat de France là. Il y a le pouls de cul, le bout de plat. Dès que tu appuies et que le vélo, tu sens qu'il est ferme. Mais psychologiquement, qu'est-ce que ça fait du bien déjà? Et tu gagnes ici en efficacité. Mais Bah, le truc, c'est psychologiquement, que- tu y gagnes, quoi. Ce qu'il faut être clair, c'est que en mode race enduro, il y a 75% des endroits où la plupart du temps tu vas pas mettre un coup de pédale parce que ça descend, parce que ben là, il y a le chrono, donc tu pédales partout. Surtout nous dans notre terrain, Oui. tu pédales partout. Donc c'est clair que là, certainement à cet endroit-là, Ça redonne, en fait, tu peux partir sur un vélo plus gros sans avoir vraiment les contraintes au pédalage. C'est ça qui est intéressant. Tu vois, parce qu'en enduro, il y a vraiment les mini DH et les vélos un peu plus trail, le gros all mountain. Là, tu peux avoir un gros vélo et tu vois, le Dreadnought, c'est un gros vélo et tu t'oublies un peu ce côté gros vélo. Dès qu'il faut mettre un coup de pédale, il y a un bout de piste à traverser. C'est instantané, tu vois. Donc, de suite, tu en as besoin. Le vélo, il est quand même ferme.
Tu n'as pas cette impression de lourdeur et tu y gagnes. Alors forcément, les gains sont moins importants qu'en XC compétition, mais il y a quand même un gain. Et je comprends que les mecs sponsorisés qui peuvent avoir ce système, ils l'ont utilisé, tu vois, parce que tu y gagnes encore une fois. Si ça peut être moindre, c'est quand même un gain, quoi. Ben, quand tu vois que les chronos se jouent au dixième de seconde, ben, c'est là où ça prend tout son sens. Parce que c'est sûr pour rien que les deux champions du monde sont avec des systèmes électroniques, tu vois. C'est sûr que moi qui vais me battre contre mon frangin et mes potos, de savoir qui c'est qui va arriver en bas, au chrono le premier, c'est moins intéressant. Et je pense aussi important, c'est que ça permet de choisir certains vélos. On revient à ce que je disais sur le GFC, que tu n'aurais pas choisi, parce que par exemple, c'est pas des super pédaleurs, quoi. Tu as des vélos super plush, super confort, très bon descendeur. Tu dis, ouais, mais ça, après, je suis collé. Ben, avec le système Flight Attendant, ça peut leur donner un sens. Et à l'inverse, des vélos qui pédalent vraiment fort, qui sont très raides et tout, tu peux dire, ben, finalement, ceux-là, je n'en ai pas besoin. Ok, ils pédalent bien, mais avec le Flight Attendant, tu peux avoir le meilleur des deux mondes, en fait. Ouais, je vois. Donc ça peut aider aussi dans ton choix de vélo, d'avoir ce système. Si tu pars sur ce système-là, dire, ok, je prends plutôt un bon descendeur, plutôt tolérant, parce que je sais que le Flight Attendant, je vais y redonner du dynamisme, tu vois. Donc ça, je vois un intérêt pour le compétiteur enduro à l'aider à faire un choix là-dedans, quoi. Oui, de partir peut-être sur quelque chose plus descendeur, en fonction aussi de ses capacités. Parce qu'il y a des personnes qui sont en descente, ils envoient les poneys avec n'importe quel vélo, ils envoient tout le temps, toujours. Par contre, ils pêchent au pédalage. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça paraît moins évident au début, mais le Flight Attendant peut amener vraiment des bonnes solutions pour l'enduriste compétiteur. Et du coup, pour moi, qui, tu vois, compète, c'est un peu fini. Rando, à la cool, avec les copains le dimanche matin, ou le samedi, ou le mercredi, ou le mardi. Mais là, il y a un mot qui va résumer le truc. Il y en a un. Simplicité. Voilà. Même encore toi, ça va. Parce que encore, moi je pense aussi à tous les gens, j'en ai plein, des gens un peu plus âgés là, des potes ou des gens qui nous contactent, qui ont quand même du pouvoir d'achat et qui achètent des beaux vélos. Et aujourd'hui, comment on te vend les beaux vélos? Plus on monte dans les gammes, plus il y a de la complexité. Plus tu as d'options. Grosso modo, regarde, tu achètes un vélo entrée de gamme, tu as 7 vitesses. Alors, au début, on te vend le nombre de vitesses. Tu arrives à 12, 13 vitesses quand c'est haut. 13, ça existe? Ça va. Il y en a qui ont fait des 13 vitesses. Ouais. Après, on va te vendre les réglages de suspension. L'entrée de gamme, tu peux rien faire. L'autre, tu peux régler la haute vitesse, la basse vitesse, en détente, en compression. Il y a des suspensions, il y a 4 réglages. Il y a 4 voies de réglage au niveau des flux d'huile, 2 réglages au niveau des pressions d'air. Il y a énormément d'ajustements possibles. Tes freins, tu peux tout régler, tout faire. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu achètes du haut de gamme, forcément, le haut de gamme, il a tout ça. Sauf que si c'est mal paramétré, le gars lambda, il n'a pas cette connaissance. C'est pas un compétiteur. En fait, les vélos haut de gamme sont souvent le reflet de la compétition. Mais c'est pas un compétiteur que tu as en face de toi. Et ça, c'est terrible. Combien de fois, je vais citer mon pote Dirk, il a les suspensions full, il te dit putain, j'ai oublié d'ouvrir les suspensions, je les ai fermées en montée, je les ai oubliées en descente. Et la moitié de la descente, il dit putain, en plus comme il faut du temps, c'est raide, c'est dur. Le terrain aujourd'hui, je suis pas bien sur le vélo. Voilà. Et alors ça arrive 99% du temps quand tu dis au gars, et toi tu mets combien en haute vitesse pour cette piste là et tout. Ah, mais ça je le touche jamais ça. La quoi? La haute plutôt vitesse. Ça même. Voilà. Et là, c'est là où je vois un intérêt au Flight Attendant, c'est la simplicité. Même si tu vas pas dans le micro-ajustement, au moins tu es sûr que quand il faut descendre, c'est en position ouverte. Quand ça pédale, ça se met en inter ou en fermé. Au moins, ça t'aide. Tu es sûr que tu es bon. Ça, c'est le premier truc, simplicité. Deuxième, c'est que mine de rien, tu t'économises un peu, quoi. Tu vois, c'est lisse. Toi, je sais que tu as tendance à pas fermer. Là, on monte sur la route, boum, ça se raffermit. Mine de rien, tu vas économiser un peu d'énergie vu que tu n'es pas super entraîné. Partout où tu peux gagner un peu, au final, tu vas plus t'amuser en descente, quoi, tu vois. Quand tu fais 15 bornes, que tu as un poil en forme, oui, ça va pas être utile forcément. Mais quand tu commences à faire du 1500 de D+, tu vois, pendant les fêtes, entre les couchers tard, les restos, les repas et compagnie, non, mais... à ce niveau-là, je suis d'accord que... Ouais, le mec qui est pas en forme, voilà, que le système fonctionne tout seul, c'est quand même, mine de rien, ça t'aide. En descente, encore une fois, tu sais que le système il est ouvert, et le plein potentiel de ses suspensions. Pour moi, c'est un réel avantage. Attention, pas pour tout le monde parce que ça a un certain coût, mais c'est bien plus intéressant pour moi si tu as l'argent pour t'acheter ça, d'acheter un système comme ça, qu'un système où tu peux tout faire manuellement, mais que tu vas jamais t'en servir. Ah c'est peut-être pire parce que si c'est mal réglé, que tu arrives, tu touches partout, ça va être pire. Ah, c'est pire.
Ah ben ça, Vaut mieux avoir le... j'ai des potes, tu touches les détentes, tu dis mais pas possible, tu vois, il valait mieux qu'il va rien toucher. Quoi. Oui, parce que si tu es en full fermé Ou en compression, la même chose. Donc bon, attention, encore une fois, le flight attendant ne fait pas tout. Il faut quand même régler ses précontraintes d'air comme il faut, ses détentes comme il faut. Ça, encore une fois, c'est à toi de le faire et il faut pas se louper. Si tu contrôles jamais ta pression d'air, que tu as 50% de sag, ça va te raffermir la morteau, mais il y aura quand même un souci. Donc ça, n'oubliez pas, pour le mec, il faut quand même entretenir et régler ses vélos. Après, c'est juste les positions de compression qui s'ouvrent et qui se ferment sur le terrain de façon automatique. Je le répète parce que on va avoir un commentaire. Les Mais il détentes, fait pas tout seul. les détentes, on en a un peu parlé sur les tutos pilotage d'ailleurs. Ça fait 2 fois qu'on a abordé le sujet pour information. Oui. Si vous n'avez pas regardé, ça vous Tu sais, c'est vrai que ça serait une évolution. Je pense que pour le commun des mortels, il y aurait aussi un ajustement de détente. Quand on voit le nombre de fois que les mecs n'ont pas la bonne détente, c'est vrai que si électroniquement ça pouvait être réglé aussi, ça aiderait. Après, je me mets dans un pilote, un pratiquant, tu vois, 35, 40, qui attaque un peu tard, qui n'a pas son poste qui roule depuis longtemps. C'est un groupe, ils ont découvert le vélo grâce à Café Manivelle. Et bien, tu peux être vite perdu à te dire, mais la détente, qu'est-ce qu'il faut? Le premier abord, souvent, c'est de mettre complètement où ça revient hyper vite. Hein. Non, c'est plutôt lent. Instinctivement? Ouais. Moi, je roule l'inverse, tu vois. Non. Dites-nous en commentaire, ce que... très souvent, j'ai plus des gens qui roulent la détente trop lente que trop rapide. D'accord. Et il vaut mieux rouler plus rapide que trop lent. Plus rapide. Oui, c'est pour ça. Ah oui, c'est mieux. Mais tu vois, c'est ce que je veux dire, c'est que... Et un mec qui a une détente trop rapide, il aura quand même un bon vélo, une suspension avec détente fermée, tu peux rien faire. Ah oui. Mais je comprends que tu peux être perdu si personne te donne... Et en fait, tu n'as aucune référence, donc tu te réfères à quoi? Ben là, ce qui est bien, c'est que quand même avec les applis RockShox, tu as des grosses aides c'est d'un point de vue. Donc tu y vas, tu te fais guider. Il y a des marques qui ont des très bons sites. Le Norco a un super site. Tu te fais conseiller là-dessus. Et après, le système, lui, il ouvre, il met un enter et il ferme correctement pour toi. Donc moi, je trouve qu'un rando de luxe, quand tu peux, c'est super intéressant. Ça aide. Moi, ça me permet aussi, encore une fois, de faire ton choix de vélo. Ouais. Moi, je l'ai essayé sur le Druid. Le Druid, on l'a déjà dit, sur le débattement et la géométrie, c'est un vélo de trail, de rando. Mais en cinématique, c'est un mini enduro. Avec le système Flight Attendant, tu lui donnes un potentiel bien plus important. Parce que ça t'aide. Il a une motricité de dingue. Donc, quand c'est ouvert, il monte aux arbres. Mais en dynamisme pur, sur des trucs lisses, c'est pas le plus dynamique. Là, le fait qu'en permanence, derrière, tu sais que c'est au moins inter ou ferme, ça y redonne du dynamisme, du punch. Et donc, ça permet, je te dis encore une fois, de peut-être choisir un vélo plus polyvalent que ce que tu aurais pu pour rouler sur des terrains des fois qui sont pas trop accidentés, ben t'as pas un vélo non plus trop collé. Donc c'est pour ça que je trouve que le système là, il est quand même assez intéressant. Ça peut aider. Si je peux faire un petit tips pour les personnes qui ont notamment du RockShox sur leur suspension. Sur le site internet, il y a en mettant le numéro de série de vos suspensions, déjà vous avez des belles bases sur les nombres de clics à apporter. Toutes les marques font ça maintenant. Ouais. Oui. Quasiment toutes les marques chez numéro de série, site internet du constructeur et déjà vous avez déjà une bonne base pour partir. Site de la marque aussi parce que souvent la fourche est facile pour eux parce qu'il n'y a pas d'ajustement interne. Sur les amortos c'est plus compliqué parce que mais ici un numéro de série de l'amortisseur c'est qu'il y a un code spécial pour l'amorto. Normalement toutes les grosses marques font calibrer leur suspension et donc il prend en considération la calibration. Mais aussi les sites de la marque le font bien quoi tu vois. Voilà. Donc soit vélo soit constructeur suspension. Voilà. C'était important, je pense. Très bien. Est-ce qu'on peut aborder pour qui, du coup? Pour qui, même si là, je pense que tu as dit. On a bien parlé quand même. Compétiteur? Compétiteurs, ceux qui cherchent la performance, les gains marginaux, forcément, ça va les intéresser. Malgré que ce soit plus lourd, ils vont quand même y trouver. Sachant que, comme je te disais, vraiment le compétiteur pur, il peut aller très loin en mettant ses propres paramètres à l'intérieur. Ça, c'est pour le vrai compétiteur, je pense que c'est vraiment important. Oui, et puis il pourra toujours toucher aussi tout ce qui est clapetterie, vraiment intérieur aussi, c'est possible. C'est pas que le système, je veux dire. Oui, ça, il peut toujours faire appel à un préparateur, y a pas de souci. Pour des pratiquants assidus qui cherchent du beau matériel mais qui sont pas compétiteurs, c'est super intéressant parce que c'est simple, parce que ça s'adapte. Tu pars à ta rando, faire tes 30 km, t'es tout feu, tout flamme et puis tu commences à fatiguer. L'algorithme, il va comprendre, il va te calmer le truc et tu vas avoir toujours un vélo qui est bien adapté. Donc là aussi, grosso modo, là où le pratiquant que je ne vois pas utiliser le système, lequel il est? Du moment que tu as les moyens, au final, voilà. On pourrait dire que c'est pour tout le monde. Ouais, il faut les finances. Ça nous vient à parler des tarifs. La gamme surtout.
Oui, bon, une tarif et gamme. Ouais, alors c'est compliqué les tarifs et les gammes. C'est entre. Parce que suivant ce que tu as sur ton vélo, alors soit tu as le vélo complet, et c'est souvent les vélos très haut de gamme, ils sont très très chers, qui sont disponibles aujourd'hui. Et après, sinon, sur le site, donc gamme cross-country, tu peux acheter la Seed Luxe. Gamme trail, tu as tout, la Lyric, nous on avait la Lyric, super de luxe. Gamme enduro, la Zeb, le Vivid, Air, Coil, donc tu as quasiment tout quoi. En gros, pour les fourches, c'est de 1002 à 1007. Voilà. Et je trouve pas ça... Ouais, c'est cher, je suis d'accord, mais... Non, il n'y a pas un énorme gap entre les versions Ultimate mécanique et électronique. C'est vrai que le gap, on aurait pu dire il va avoir 1000 euros, c'est très cher, mais il n'y a pas énormément de gap entre les deux. Au final, quand tu vois les prix là, chez certains constructeurs, c'est le prix sans... Sans système électronique. Oui. Oui. C'est pour ça que je trouve ça... Attention, il faut quand même rajouter à ça. Là, c'est le Tout le fourche système. à morteau, et il faut aussi ajouter le pédalier. Oui, parce que est-ce que le pédalier, c'est vraiment un pédalier adapté pour le capteur de puissance? Tu peux pas... mettons, j'ai un pédalier, j'adapte mon capteur à n'importe quel... Un Quark, si tu peux, enfin, si un pédalier SRAM et que ça va... Le système Quark, mais attention, ça c'est cher, le Quark avec le capteur de puissance super précis. Sinon, le mieux, c'est juste d'acheter la manivelle gauche avec l'axe, où là, tu as le système à l'intérieur. Ça, tu es à partir de XO, je crois, ou XX1, XO, XO, tu peux trouver. Et que la manivelle gauche, ça se vend, hein. Bon, après, de base, vu qu'il te faut tout le système XS, presque autant partir sur un groupe. Moi, quand je vois aussi le tarif d'un groupe complet, moi, je me poserai pas la question. Non, mais par exemple, sur le SP qu'on a essayé, ça valait le coup. C'est le mode Braille. expert. Et en fait, il est déjà en XS. Tu as juste à acheter la manivelle gauche, un morteau, fourche. Voilà. Oui, je vois. Et amortisseur, de 700 à 1002 pour toutes les gammes. On vous laissera aller voir sur le site parce qu'on va pas... Ouais, ça va être trop long sinon. Oui, puis je pense qu'ils ont déjà toutes les infos. On vous met ça en commentaire. C'est pas le plus important de la vidéo, c'est pas les tarifs, c'est plutôt comment on l'utilise, à quoi ça sert. Oui. Donc pour ça, vous nous excuserez de pas détailler plus que ça. La marque le fait beaucoup mieux que nous. Chose importante. Oui. C'est quoi qui est important? Les points négatifs. Ouais, il y en a des points négatifs. Bah, c'est plus lourd. Ouais. Ça, c'est plus lourd. Pour moi, c'est ça. Ouais, non, mais c'est ça, oui. Le plus contraignant, la contrainte de la batterie. Des batteries. Des batteries. Parce que quand même, un câble, tu le changes moins souvent que ta batterie. Voilà, c'est une logique. Il faut attention où tu le stockes. Faut pas oublier de le charger. Ça, voilà, c'est quand même une contrainte. Ça se gère bien, mais c'est quand même une contrainte. C'est une routine qu'il faut mettre en place, comme faire attention à mettre 2-3 coups de pompe pour le réglage de la pression, le sag, la lubrification de la chaîne. On est d'accord, Santo, mais ça reste que tu es en méca, c'est plus simple. Je suis d'accord. Tu sais voilà. Et je peux comprendre qu'il y a des gens qui veulent pas mettre ça et qui, voilà. Donc c'est pour ça que c'est un point négatif, c'est que ça reste une contrainte. Oui. Pour moi, qui est seulement la plus grosse contrainte. L'autre contrainte encore que tu peux avoir, moi j'aurais, alors là on rentre plus dans les trucs fins, hein, mais j'aurais aimé pouvoir contrôler plus les positions, notamment tu vois sur des modèles plus rando, de pas avoir la fourche qui se bloque. Moi ça me saoule la fourche qui se bloque. Des demi-positions. Même pas, juste tu vois, on peut choisir sur l'appli de comment va varier le système. Et ben, tu vois, la fourche, j'aurais aimé que ce soit ouvert, inter ou fermé, que tu puisses choisir quoi, tu vois, tout ouvert par exemple. Parce que je te dis, pour moi, sur des vélos de rando, le plus important, c'est pas que ça sera fermé sur la route, c'est que c'est une bonne assiette. Et par exemple, il y a des montées très raides, j'aurais aimé que j'avais pas besoin de la position inter. Donc tu vois, c'est dans le système, vu que tu as l'appli où tu peux tout faire, c'est qu'il y a 2-3 restrictions où pourquoi pas nous l'ouvrir, tu vois, vu qu'ils ouvrent tout, tu peux mettre ta puissance et compagnie, ça serait quand même intéressant d'aller un peu plus loin. Plus de flexibilité sur ce Encore un peu plus de flexibilité. L'autre contrainte, mine de rien, alors ça c'est pas vraiment pour le conso, mais il y a quand même des contraintes d'encombrement avec l'amortisseur. Tu as vu avec le SP, c'est limite avec le porte-bidon, tu vois. Oui. Donc c'est plus gros, c'est plus lumineux, donc il y a quand même des contraintes à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Est-ce que ça demande plus d'entretien? Est-ce qu'il y a des... Ben oui, je veux dire, s'il y a des moteurs, potentiellement, tu peux avoir plus de problèmes que si tu as des réglages mécaniques. Donc ça aussi, c'est un autre point négatif. Enfin, voilà, il faut en tenir compte. Tu peux, voilà. Autre point, sur le Flight Attendant, tu n'as pas de contrôle au niveau des freins parce que le frein influe beaucoup sur tes suspensions et ça, c'est pas pris en considération dans les informations. Il n'y a pas de capteur au niveau des freins. Donc là aussi, ça pourrait être peut-être aussi optimisé. La V3 peut-être. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore que je peux te dire? Alors ça, c'est pas lié au Flight Attendant,
Mais au niveau amortissement, le Flight Attendant ne règle pas la logique d'amortissement de la marque. Ça a servi une fonction de ouvrir et fermer, mais en aucun cas, si tu manques de compression ou tu trouves qu'il n'y a pas assez de compression à haute vitesse ou la détente, et tout, ça reste la logique et la propriété de la marque. Donc ne vous attendez pas à ce que ça change fondamentalement le système. Je veux dire, une ZEB haut de gamme sans système électronique et tout, ça marche quasiment pareil. Hein. Voilà. Donc voilà. Ça révolutionne pas le système à l'intérieur. Oui, c'est la même fourche, c'est juste qu'on rajoute quelque chose dessus. Ouais. Et puis l'autre dernier point, c'est que c'est pas accessible, quoi. C'est très élitiste en termes de prix. C'est super bien pour Monsieur Tout le Monde, mais Monsieur Tout le monde pourra pas se l'acheter. Peut-être on pourra voir arriver dans quelques temps un système comme ça avec moins d'options pour des choses plus compliqué à mettre en place, non? Dans tous les cas, quand il y a des batteries, quand il y a des moteurs, de l'électronique, ça sera toujours quand même beaucoup plus cher. Ça, c'est sûr que... Comparé à un câble et une gaine, quoi, tu vois. Ça, ou rien du tout. C'est sûr qu'il y aura toujours un coût qui sera quand même beaucoup plus important. Oui, mais ça, c'est une grosse limite. C'est de la logique, hein. Non, mais d'ailleurs, c'est réellement une limite. Parce que regarde, la première version en 2001, qui était, oui, certes moins optimisée, mais qui fonctionnait bien, on l'a quasiment pas vu sur le marché. Parce que déjà, c'était que sur la première monte, c'était des vélos très chers et finalement, on l'a quasiment pas vu. On l'a quasiment pas vu sur les terrains. Moi, quand je vais rouler, je vois très peu de gens qui l'utilisent. Donc, oui, ça, c'est une grosse contrainte aussi, c'est qu'aujourd'hui, ça reste très élitiste en termes de prix. Et les gros points positifs, parce qu'on en a quand même dit beaucoup. Encore une fois, c'est simplicité, optimisation et plein potentiel de ces suspensions quand tu y connais rien. Ouais, mais ça, c'est la simplicité pour moi. Ouais, c'est pas faux. Pour moi, c'est la simplicité. C'est ouvrir le spectre d'action de ton vélo. Ça, je trouve que c'est pas neutre. Que ton vélo, il peut faire beaucoup plus de choses. Ça, c'est au moment où actuellement on parle de ultra segmentation, où il y a un vélo tous les 1 cm, d'avoir un système qui te permet d'avoir un vélo plus adapté, je trouve ça super intéressant. Plus de polyvalence. C'est ça. Oui, tu as bien résumé ce que je viens de dire. Un mot, j'ai dit. Ah, polyvalence, ok. Alors, oui, il m'a dit ça. Simplicité, polyvalence et performance. 3 mots. Ça te va? Ouais, moi ça me va. Bon, parfait. Avant de conclure, il y a une dernière chose que je voulais voir. Est-ce que tu as des conseils d'utilisation, notamment sur les settings, si tu as des petits réglages que toi tu as fait, que tu fais très régulièrement ou vraiment tu l'adaptes tout le temps pour les personnes qui ont ça ou qui voudraient se faire plaisir? Alors, mais tu me connais, oui, moi la compression, je l'ajuste tout le temps. Hein. En fait, que tu aies un système Flight Attendant ou pas, tu vas tout le temps bidouiller. C'est pas ça, c'est que le système Flight Attendant, encore une fois, ça te met ouvert, intermédiaire, fermé. Donc, la position ouverte, tu peux la micro-ajuster comme tu as envie. Tu peux régler. Donc, forcément, c'est là que je joue tout le temps. Quand tu es en mode où il y a des longues descentes, c'est sûr que sur un circuit type randonnée, je regarde le dénivelé qu'il y a à faire. Je regarde s'il y a des grandes montées ou si ça fait que monter-descendre. Je connais un peu le terrain, je fais un ajustement de base et je touche à rien. Par contre, quand on est en mode un peu plus montagne où on sait qu'il y aura des grandes descentes, je regarde et je me dis, attends, celle-là de descente, elle est comme ça, celle-là de descente, elle est plate, c'est un faux plat descendant. Et là, je micro-ajuste. Donc ça, c'est ce qui est bien avec le système. Tu peux, mais dans tous les cas, je touche moins les suspensions que par le passé, ça c'est sûr. Je laisse faire le système. Tu peux pas nous donner vraiment des vrais settings, tu vois, par rapport, mettons, rando, est-ce que le bias, tu vas le laisser comme il est de base ou est-ce que tu vas avoir plus tendance à le mettre en moins, en plus? Ce réglage-là. Ouais, parce que la compression, ok, déjà ça fait le job. Oui. Après, il faut toucher je pense que oui, tu as raison. Plus dans un terrain, c'était une utilisation récréative, plus récréative où tu veux vraiment du confort. Le bias, tu le mets le plus tranquille possible. Ou des terrains ultra engagés, ultra cassants, où tu as besoin de vraiment des suspensions. Souvent, tu te rends compte que le bias est plus ouvert. Après, sinon, pour les communs des mortels, au mieux, c'est très bien. Et le bias, plutôt vraiment pour le compétiteur qui veut pousser fort, tu le fermes. Mais, encore une fois, ça, c'est un système que j'ai ajusté sur de mes longues sorties. Quand je vais faire des 100 bornes, c'est un système que je joue avec ça. Donc, il y a une chose à dire, hein, c'est comme tout, à chaque fois, au final, c'est de faire vos choix par vous-même et d'essayer surtout. Tu mets tout d'un côté, tout de l'autre et tu vas rouler. C'est ça. Et encore une fois, là, le système, c'est un algorithme. Plus tu roules, plus il prend des infos et plus il s'adapte à toi. Ça, c'est la clé. Je pense qu'on a fait le tour du sujet quand même. Et oui. Après, là, on a parlé d'une marque, mais après, il y en a plein d'autres de suspension électronique. Donc, si ça les intéresse, on essaiera d'en parler d'autres systèmes.
Oui, même s'il y a Parce pas que là, on a mal... parlé d'une logique et de la marque RockShox, comme elle voit l'asservissement électronique de suspension. Mais je pense qu'il y a d'autres marques qui le voient différemment. Oui, parce qu'on voit c'est un écosystème complet. Donc, Mm. ok. Ça aussi, d'ailleurs, ça peut être un inconvénient, c'est que si tu veux rouler avec une transmission d'une autre marque et suspension de l'autre, ça te ferme dans une... Ah, là, pour le coup, c'est un système transmission-suspension. Ouais. Mais ça amène tellement d'intérêt d'avoir toutes ces informations et d'aider le système à mieux fonctionner. Forcément, je comprends que... Voilà. Puis eux, ils ont les capacités de le faire, puisqu'ils font tout. Mais c'est pour ça que je me dis, c'est dommage, je le répète, ils font aussi des freins. Et c'est dommage qu'ils ne prennent pas d'informations sur le freinage. Donc s'ils nous entendent... V3. Attends, tu vas avoir des freins avec 2 moteurs de pile dessus, ça va faire... je ne sais pas si sur le levier il y a besoin, c'est plutôt des capteurs sur les les capteurs, étriers. ça prend pas de place. Bah écoute, on verra la V3. Si un jour. Les Américains. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour. Je suis sûr qu'on aura en commentaire à quand le tips suspension pour régler ses suspensions quand t'as pas tout ça, Simon. Non, régler les suspensions, il le faut quand même, faire les ressorts et tout. Ouais, mais je pense qu'on va encore avoir la question encore plus après cette vidéo. Eh ben, on va le faire, cette vidéo. En tout cas, aussi, on vous met les fiches en description ou en fiche du l'essai du Dreadnought, du Druid qu'on a fait, si vous voulez encore plus de détails sur ces 2 vélos. Voilà. Café. Allez. Encore une vidéo longue, dense. J'espère qu'ils aiment notre présence parce que plus ça va, plus c'est long. Oh, mais il y a beaucoup d'action quand même. On en a fait du tournage et des heures de sel sur cette vidéo. Ouais, il nous a demandé beaucoup de boulot. Franchement. Celle-là, c'est une de, je pense, qui nous a demandé le plus de temps. Celle de Rémi aussi. Moi, en roulage, moins. Ouais, c'est qu'il allez, une fois chacun. Hein. Bon, on a choisi un petit Volcan Azul. Celui-là, il m'a très plu fruité, aussi. frais exotique. Noté à 85 parce que c'est un café d'exception comme notre sujet d'aujourd'hui. Ça nous a bien régalé. Eh oui. Tout autant que la vidéo, j'espère. Dites-nous en commentaire comment vous avez trouvé. Si vous avez des questions surtout d'ailleurs. Pensez à l'espace de commentaires si vous avez des questions. On répond, surtout Simon, au maximum de commentaires qu'on peut. Sur Instagram, on fait des petites vidéos plus courtes, donc des shorts ou des reels. Ouais, tout le monde n'a pas le terme encore. Vidéo verticale pour les réseaux sociaux. Où on essaye d'apporter d'autres éclaircissements, des fois quand on a ces questions en commentaire. Abonnez-vous surtout, c'est super important sur toutes les plateformes. Et il y a des choses en préparation, parce qu'on n'a pas été présent d'un moment, mais c'est pas pour rien. On prépare des choses cool pour nous. Surtout pour eux. Et surtout pour eux. J'espère qu'ils seront présents surtout. On verra. Bon allez, bonne semaine, bon roulage, à plus. Je sais pas quand elle sort, donc à plus. Ça peut être un mardi, un jeudi, un vendredi. Un jour, peut-être. Bye bye.